Bonjour, vous écoutez Comment Passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Ce 26e épisode sera consacré à un auteur chinois qui s'appelle Wang Xiaobo. Oui, Wang Xiaobo, tu as bien prononcé. Merci. Alors, cet auteur, il n'est pas très connu en France. On verra qu'il y a très peu d'ouvrages qui ont été traduits, tout simplement en français. Et moi, je l'ai découvert d'abord, je ne savais pas du tout qui c'était, mais j'ai vu un film qui s'appelle Palais Est, Palais Ouest, de Zhang Yuan. Zhang Yuan. Et qui m'avait beaucoup plu, et je me suis rendu compte que c'était une adaptation, en fait, d'un roman de l'auteur dont on parle. Et toi, tu m'as proposé une traduction d'une nouvelle, d'un texte. Oui, c'est ça, que j'ai traduit moi-même. Qui s'appelle Cochon Rebelle, que tu as traduit. Et je me suis intéressé à tout ça, et je trouve que c'est très bien d'en parler. Et d'ailleurs, pourquoi, en fait, toi, tu as envie d'en parler ? Tout simplement, j'aimerais vous présenter un écrivain chinois facile à lire. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent un peu la littérature chinoise à partir des poèmes de la dynastie de Tang, des 4 romans classiques, c'est-à-dire Au bord de l'eau, Le roi singe, Les 3 royaumes, ou encore Les rêves du pavillon rouge, ou encore des œuvres contemporaines par des écrivains comme Mo Yan, qui a reçu un prix Nobel de littérature il y a quelques années, ou encore Yu Hua, l'écrivain qui a écrit Vivre, qui est adapté en film par Zhang Yimou, ou encore des romans et essais du philosophe d'origine chinoise François Chen. Mais souvent, les Français me disent la philosophie de François Chen est un peu difficile à comprendre. Les poètes de la dynastie Tang est un peu éloigné. Et si vous allez voir les films comme Vivre ou vous lisez les romans de Mo Yan, vous n'allez pas être super joyeux à la fin du film. Et je crois que vous allez sortir du cinéma avec une très grande gravité. Tristesse, on va être triste après. Oui. C'est des films lourds, graves. C'est ça. Des textes aussi. Et pour moi, en fait, Wang Xiaobo, il est un écrivain qui est beaucoup plus accessible, qui tient un style d'écriture très universel. Et c'est aussi un écrivain qui a beaucoup d'humour. C'est-à-dire, il écrit des choses graves avec une certaine légèreté qui nous donne des espoirs, quoi, pour continuer la vie, pour continuer à vivre. Et aussi ces romans ou ces essais sont très faciles à lire. Moi, je dirais c'est presque le Michel Houellebecq chinois. Il est aussi un auteur avant-gardiste qui a exploité beaucoup de sujets comme la sexualité, les conditions de vie des homosexuels en Chine dans des années 90. C'était peut-être des sujets que vous, les lecteurs étrangers, qui se demandent s'il existe en Chine sous la censure. Alors, qui est Wang Xiaobo ? Alors, en quelques dates que j'ai pu glaner, il est né le 13 mai 1952, il est mort le 11 avril 1997. Tu nous donneras plus de détails tout à l'heure, oui, mais pendant la révolution culturelle, il a été envoyé dans une ferme dans le Yunnan. Oui. Il a été apparemment aussi ouvrier, puis il a étudié à l'université de Renmin. Oui, c'est l'université du peuple. Et en 1984, finalement, il est allé aux États-Unis pour étudier. Il a obtenu un master à l'université de Petersburg en 1988. Il est retourné en Chine. Il a enseigné à l'université de Pékin, puis à l'université du peuple où il avait fait ses études. Et puis finalement, en 1992, il se consacre complètement à la littérature, à l'écriture. Il est, on va dire, auteur freelance. Oui. Et il meurt donc en 1997 d'un arrêt cardiaque. Oui, merci pour cette présentation. On voit bien que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'expériences très variées. C'est quelqu'un qui est quand même né à Pékin. Après ses études de lycée, il était envoyé à la campagne très éloignée de Pékin pour travailler au champ. C'est quelqu'un qui a fait ses études à la base des sciences naturelles.
Mais après la révolution culturelle, il a passé le bac et il est devenu étudiant à l'Université du Peuple dans le département de l'économie et de financement. Et après, pendant ses études aux États-Unis, il a étudié la culture de l'Asie de l'Est. C'est un peu comme l'INADCO. Et enfin, il est devenu professeur à l'université. D'abord dans des départements de sociologie, après dans le département de la comptabilité. Il est quelqu'un qui maîtrise les technologies informatiques, c'est-à-dire il est parmi les premiers programmateurs et développeurs de la Chine. Et enfin, à l'âge de 40 ans, il se lançait avec beaucoup de courage dans l'écriture et il est devenu indépendant de toutes les associations des écrivains de la Chine et il gagne sa vie avec son écriture. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très libre. Non seulement on voit bien dans ses romans, dans ses essais, mais aussi dans sa façon de vivre. Par exemple, il a quitté son travail de professeur à l'université et devenir un écrivain, c'est quand même un geste très courageux à l'époque. Alors, il est l'auteur de 8 romans et de 3 recueils de nouvelles. Toi, si tu devais nous en présenter quelques-unes, les plus importantes, ce sont lesquelles? Oui, son roman le plus connu et aussi le plus important, c'est Huangjing Shidai. On peut traduire en français comme l'âge d'or. C'est un roman qu'il a écrit pendant plus de 10 ans, selon ce qu'il a dit dans un interview. L'histoire de ce roman, est-ce que tu veux que je te raconte un peu? Bah oui, ça m'intéresse parce que je l'ai pas lu. Et il est disponible en français, ce roman, non? Oui, c'est ça, c'est le seul roman qui est traduit pour le moment. L'histoire était très simple. En gros, c'est 2 jeunes citadins qui ont été envoyés à la campagne pendant la révolution culturelle. C'est l'histoire de leur découverte de la sexualité, mais en plusieurs étapes. En première étape, ils se sont rencontrés, et puis la fille, comme elle était belle, on lui dit que elle est une pute et qu'un jour elle est allée voir ce garçon pour demander si elle est une pute et comme quoi il commence à faire le premier pas vers l'autre et ils font l'amour. Et du coup, après, ils se sont retrouvés dans les champs, à la montagne. Ils se baissent partout. Et dans une deuxième étape, en fait, leur petit secret était découvert par leurs chefs, les chefs de la collectivité agricole. Donc, les chefs leur demandaient d'écrire des lettres d'aveu pour raconter ce qu'ils font. Or que au début, il écrit nous sommes rencontrés, nous nous sommes déshabillés, nous faisons l'amour. Mais les chefs ont dit non, ça suffit pas, il faut décrire des détails. Donc refaites les lettres. Ils voulaient des détails croustillants. Oui, c'est ça. Du coup, petit à petit, le plus détaillé, ils écrivent. Les chefs sont les plus contents parce que les chefs ont considéré ces lettres d'aveu un peu comme des romans érotiques pour se faire plaisir. J'ai Oui. une petite question. Est-ce que les romans érotiques à l'époque, ça existait en Chine? C'est une question bête. Hein. Ah bah non, pendant la révolution culturelle, il n'y avait pas de livre, sauf le petit livret rouge de Mao. Donc à l'époque, il n'y a pas de lecture. Donc les chefs ont considéré ces lettres d'aveu comme des romans érodiques, d'une sorte de roman érodique. Donc ça c'est le deuxième étape de leur découverte. Puis la troisième étape de la découverte sexuelle, c'est à travers des déplacements dans des autres villes
pour être accusés dans les tribunaux populaires. D'accord, c'est les chefs qui les envoient dans d'autres villes. Oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire à l'époque, ils se sont envoyés pour être accusés par les peuples des autres villes. Ok. Du coup, chaque fois, ils sont critiqués ou même voire insultés par les gens pendant la journée. Et pendant la nuit, ils sont encore une fois retrouvés pour la découverte de la sexualité. En fait, ils s'en prennent plein la poire toute la journée et ils explosent au lit le soir, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un roman qui décrit un monde tellement absurde, mais qui est aussi un monde qui a vécu par Wang Xiaobo. C'était le monde réel de la période de la révolution culturelle. Mais il écrit cette histoire avec tellement d'humour, même un peu humour noir, qui nous fait rire. Bon, avec cette légèreté, on dédramatise, quoi. Et il y a un autre texte dont tu veux nous parler? Je crois un autre roman très important de Wang Xiaobo est justement le Palais Est, Palais Ouest, que tu as déjà vu le film. En fait, Wang Xiaobo est quand même parmi les premiers chercheurs qui s'intéressent au sujet de la communauté homosexuelle en Chine. Parce que justement, on a une grande population. Donc, on a aussi le plus nombreux de homosexuels. J'aime beaucoup les romans de Wang Xiaobo, mais je trouve ses essais sont encore plus intéressants. Parce que dans ses essais, il a parlé beaucoup des concepts comme la liberté d'expression, la diversité culturelle, ou bien de l'humanisme. Voilà, ce sont des sujets tabous dont on parle rarement en public. Pourquoi on parle de lui tout le temps? C'est parce qu'il est quelqu'un qui est très高尚的, qui est très haut. Pour moi, il est quelqu'un d'une vraie élégance. Parce que je trouve aujourd'hui quand même la société est devenue très kitsch. On parle beaucoup du matérialisme, on exagère des choses. Et Wang Xiaobo, justement, c'est quelqu'un qui est très net et qui écrit des scènes de sexe sans être kitsch. Pour moi, ce qui fait la différence de Wang Xiaobo et les autres auteurs, justement, Yu Hua ou Moyen, qui a écrit la vie pendant la révolution culturelle, c'est qu'en fait, les autres écrivains, ils écrivent beaucoup la gravité avec encore de gravité. C'est-à-dire, ils écrivent de la tragédie absolue. Or, Wang Xiaobo, il écrit des histoires avec tellement d'humour. Donc on rigole et il écrit des choses avec une légèreté et que ça nous fait réfléchir et ça nous donne de l'espoir. Nous, en tout cas, français, si on n'a pas étudié l'histoire de la Chine contemporaine, on se rend pas forcément compte. Là, Wang Xiaobo, il a vécu en Chine, il a étudié en Chine, il a connu une sorte de rééducation dans les fermes, en usine, et puis il a fait ses études aux États-Unis. C'était quoi? C'était une chance ou c'était vraiment quelque chose qu'on faisait souvent, d'aller faire ses études à l'étranger à cette époque? Ah non, bah, je crois qu'il est parmi les premiers Chinois après la révolution culturelle de faire leurs études à l'étranger. Bon, la révolution culturelle pour les Chinois, c'est quand même une grande rupture intellectuelle. C'est-à-dire, t'imagines, à l'époque, tous les gens de l'université, tous les étudiants au lycée, tous les étudiants au collège, ils arrêtent totalement leurs études. Et ils vont aller travailler dans les champs comme les paysans. C'est quand même une grande ignorance pour l'intelligence, pour la réflexion. Donc je crois que ça a créé une grande rupture. Ça renverse totalement la valeur de la société, quoi. Maintenant, Xavier va vous lire un texte
très représentatif de Wang Xiaobo, qui s'appelle Le cochon rebelle. Justement, dans ce texte, il a fait une métaphore. En fait, le cochon rebelle est une métaphore des personnes exceptionnelles pendant la révolution culturelle, qui cherchent la liberté sous la grande pression politique. Donc maintenant, on va vous proposer une lecture d'un conte de Wang Xiaobo qui s'appelle Un cochon rebelle en chinois, 一只特立独行的猪, c'est-à-dire un cochon exceptionnel. Un peu, oui, donc je l'ai traduit comme un cochon rebelle. Et pour moi, c'est un des textes les plus représentatifs de Wang Xiaobo. Lors de la révolution culturelle, je fus envoyé à la campagne dans une équipe de production agricole. Je nourrissais des cochons et gardais des bœufs. En effet, ces deux espèces d'animaux survivent naturellement très bien, même sans l'intervention de l'homme. Ils se promènent partout, mangent quand ils ont faim, boivent quand ils ont soif, et font l'amour dès que le printemps revient. Or, les hommes jugeaient ce genre de vie nul, c'est pourquoi ils ont inventé une nouvelle vie porteuse de sens. Désormais, la vie de chaque cochon et de chaque bœuf possédait un objectif. Pour les bœufs, travailler au champ, pour les cochons, engraisser. À mon avis, il n'était pas fondé à se plaindre car, en ce temps-là, ma propre vie n'était guère plus enrichissante. Les 8 spectacles communistes étaient alors mes seuls divertissements. Il existait aussi quelques rares cochons et bœufs qui adoptaient des modes de vie exceptionnels. Parmi les cochons, le mâle reproducteur et la tuie ont d'autres chats à fouetter, de bouffer et d'engraisser. Ils ont leur mission de s'accoupler. Ainsi, cette politique permet-elle au mâle producteur de mener une vie de Don Juan. Mais à mon avis, il n'en est pas plus ravi pour autant. Il est souvent fatigué et adopte du coup un comportement de gentleman, comme les mâles châtrés qui n'ont pas la moindre envie de sauter sur les truies. Tandis que pour celles-ci, qui ont mission de produire des cochonnets, certaines bouffent immédiatement leurs bébés dès qu'ils sortent du ventre maternel. En général, ces arrangements des hommes pour les cochons les font souffrir. Mais ceux-ci les acceptent, car en tout cas, les cochons sont des cochons. Il appartient à la nature des hommes de planifier non seulement la vie des bêtes, mais aussi celle de leurs semblables. Sachant qu'à Sparte, en Grèce antique, la vie n'avait aucun intérêt. Leur objectif était d'envoyer les hommes à la guerre et de transformer les femmes en machines à enfanter. Ceux-ci comme des coqs de combat et celles-là comme des truies. Leur vie était spéciale, mais je suis sûr qu'ils ne les aimaient guère. Et alors, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une bête, il est tellement difficile de changer le cours de son destin. Mais laissez-moi vous raconter maintenant l'histoire d'un cochon quelque peu différent. Il avait déjà à peu près 4 ou 5 ans à l'époque où je le nourrissais. Dans la hiérarchie, c'était un cochon pour la viande. Mais il était maigre et noir, avec des yeux brillants. Il était leste comme une biche, franchit des barrières de la porcherie sans aucune difficulté. Et parfois, il grimpait sur les toits comme un chat. Il ne restait jamais dans la porcherie et flânait partout à longueur de journée. Les zhiqing, c'est-à-dire jeunes indélos citadins qui nourrissaient les cochons, l'aimaient. Et il était aussi mon chouchou, car il était gentil avec nous, acceptant de nous laisser l'approcher, alors que face à d'autres personnes, il s'enfuyait en tout hâte. Comme c'était un mâle, il devait être émasculé, mais tu pouvais toujours essayer, même en dissimulant un couteau derrière ton dos. Il flairait immédiatement et s'écartait de toi en poussant les hauts cris. Je le nourrissais toujours de potage de riz, et lorsqu'il en avait pris suffisamment, je mélangeais le reste avec de la paille pour ses congénères. Ces derniers, que ceux-ci rendaient très jaloux, se mettaient à crier, faisant la porcherie crouiller de misère. Mais nous nous en fichions bien, lui et moi. Une fois repu, il sautait sur le haut du toit et y prenait un pain de soleil et y imitait des sons. Ainsi avait-il appris à reproduire le bruit des voitures, des tracteurs, et toujours avec une ressemblance inouïe. Il lui arrivait de temps en temps de disparaître toute la journée,
Et j'en étais sûre, il était allé choper des cochonnes dans le village d'à côté. Car il ne s'intéressait pas à celles de chez nous. Elles sont enfermées tout le temps dans la porcherie, sales et buantes. Leurs corps sont déformés à force de mettre pas sans arrêt, tandis que celles du village voisin sont différentes. Ces légendes circulaient, mais comme mon arrivée était encore relativement récente, mes connaissances restaient assez limitées. Cependant, les autres Jutin l'aimaient, ils louaient son allure gracieuse et distinguée, tandis que les paysans l'aimaient point. Ils niaient son romantisme et le considéraient comme malhonnête. Surtout, les chefs le détestaient, et je reviendrai en détail sur ce point. Moi, non seulement je l'aimais, mais en outre, je l'admirais. Je l'appelais grand frère cochon, sans compter que j'étais son aîné de 10 ans environ. Ainsi que je l'ai expliqué ci-dessus, il imitait les sons, et je pense qu'il a dû essayer aussi d'imiter la voix humaine. Mais peut-être n'y est-il jamais parvenu. S'il y avait réussi, j'aurais pu lui offrir mon cœur. Mais ce n'est pas de sa faute, car on sait que la voix humaine et celle de cochon sont quand même très différentes. Plus tard, frère Cochon apprit à imiter la sonnerie, mais cette compétence lui a valu des soucis. Il y avait une raffinerie de sucre dans laquelle une sirène annonçait à chaque midi pile le changement de poste des ouvriers. Et à chaque fois que notre équipe entendrait cette sirène, cela signifiait qu'il était pour nous l'heure de rentrer. Cela dit, frère Cochon s'avisa un jour de sauter sur le toit tous les matins à 10h afin de pratiquer son imitation, mais c'était largement plutôt que la sirène de la raffinerie. Honnêtement, ce n'était pas à 100% de la faute de frère Cochon, car, en fin de compte, son imitation différait quand même assez sensiblement de la sirène. Mais les paysans de notre équipe insistaient à dire qu'ils n'arrivaient pas à distinguer l'une de l'autre. Les chefs ont alors organisé une réunion spéciale au cours de laquelle, lui, perturbateur de la culture printanière, fut condamné à la peine capitale. Nous avons appris la décision de la réunion, mais nous n'avons pas été trop inquiets pour lui. S'il s'agissait d'une exécution à la corde et au couteau, cela resterait sans suite. Les chefs précédents s'y étaient déjà frottés, mais même 100 personnes ne pouvaient pas toucher une seule de ses soies. Même le chien ne serait d'aucun secours. Frère Cochon court comme une balle, et dût-il heurter le chien, celui-ci s'envolerait quelques mètres plus loin. Or, cette fois-ci, les chefs sont sérieux. Ils sont en tout une vingtaine armés de fusils et une dizaine munis de pistolets, divisés en 2 équipes pour entourer frère Cochon dans le champ à côté de la porcherie. Tout cela me met dans une situation délicate. En tant que frère, je devrais brandir un couteau et me battre à ses côtés, mais cela me paraîtrait bouleversant pour les autres. Après tout, c'est un cochon, et en plus, j'ai peur des chefs, je n'ose pas les affronter, et d'ailleurs, je crois que c'est la véritable raison. Du coup, je les regarde de loin, je m'incline avec la plus grande admiration devant la sérénité de frère Cochon. Il reste très droit devant les fusils d'un côté et les pistolets de l'autre, ignorant aussi bien les cris des gens que les aboiements des chiens. De cette sorte, si les porteurs des fusils tirent, ils risquent de tuer ceux d'en face munis de pistolets et vice-versa. Quant à lui, il est si maigre que les gens peinent à bien le viser. Après quelques instants sans issue, il parvient enfin à rompre le cercle et il s'enfuit ventre à terre. Plus tard, je l'ai croisé au champ de canne à sucre. Il a montré ses crocs. Il m'a reconnu, mais plus question de l'approcher. Cette indifférence m'a fait mal au cœur, mais j'ai bien compris qu'il devait garder ses distances avec les personnes non fiables. J'ai maintenant 40 ans, et à l'exception de mon cher frère Cochon, je n'ai jamais connu quelqu'un d'autre qui méprisa autant le contrôle dans la vie. Par contre, j'en ai connu beaucoup, des gens qui veulent contrôler la vie des autres, ou ceux qui se feront contrôler facilement. C'est d'ailleurs très probablement pour cette raison qu'il me manque si cruellement, mon cher frère Cochon rebelle. Eh bien, merci Eve pour la présentation de ce texte. Avec plaisir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir, à nous le dire sur les réseaux sociaux, en trouvant comme en passant sur Facebook et sur Twitter notamment. N'hésitez pas à vous rendre aussi sur le site internet pour en redécouvrir un peu plus sur cet auteur, Wong Xiaopo, sur le film dont on a parlé aussi, adapté d'un de ses ouvrages, Palais Est, Palais Ouest. Vous pourrez également retrouver toutes les informations sur le podcast
Et bien vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait à Comme en passant sur iTunes, PodCloud, YouTube ou sur votre plateforme de téléchargement de podcasts préférée. Nous, on se retrouve dans 2 semaines approximativement, probablement le 23 décembre, pour une visite d'exposition à la maison de Victor Hugo, où Vincent Gilles m'a accueilli, pour présenter l'exposition dont il est le commissaire, qui a lieu donc à la maison de Victor Hugo en ce moment jusqu'en avril, le 23 avril il me semble 2017, sur un poème de Victor Hugo qui s'appelle La pente de la rêverie. Donc Vincent Gilles, le commissaire de l'exposition, présente au podcast cette exposition. Bien voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Et à très bientôt. Et à très bientôt. Et à très